Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? La plante des pieds ne connaît pas les nausées. La plante des pieds ne connaît pas les nausées. Nous voici au seuil d'une nouvelle année. 2026 s'ouvre déjà devant nous. Certains la voient comme une page blanche. Moi, je la vois comme une longue route qui s'étire à l'horizon. Pour ce premier pas de cette année, qui marque le 14e épisode, je ne veux pas que nous regardions le ciel. Je veux que nous regardions de préférence vers le bas, pas par honte, mais par humilité radicale. Nous allons porter notre regard vers ce qui nous porte, vers la plante des pieds. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Prenez un instant, visualisez cette image, la plante des pieds. Elle est l'interface entre votre être et le monde. Elle touche la boue, elle foule la poussière, elle touche la neige, elle rencontre des épines, des cailloux, toutes sortes de choses. Elle porte tout le poids de votre histoire. Et pourtant, elle ne rejette rien, elle ne vomit pas le sol, elle ne connaît pas la nausée. C'est à mes yeux la définition la plus pure de la résilience. Pourquoi ce proverbe est-il si puissant? Parce qu'il nous confronte à notre rapport réel. Dans notre monde moderne, nous avons développé une culture de l'évitement. Nous cherchons à lisser les aspérités, à porter des semelles épaisses pour ne plus sentir les cailloux de la vie. Nous voulons toujours survoler les problèmes. Nous voulons toujours résoudre une partie du problème, ce qui paraît le plus facile. Mais la plante du pied, elle, est en contact direct. Elle est dans la vérité de la matière. Dans la philosophie existentialiste, Jean-Paul Sartre décrivait la nausée. Pour lui, c'était ce vertige face à l'absurdité de l'existence, un rejet viscéral de la réalité brute. Le proverbe camerounais « La plante des pieds ne connaît pas les nausées » répond à Sartre avec une sagesse terrienne. Il a dit « Le pied, lui, n'a pas le luxe de l'absurde. Le pied a une fonction, celle d'avancer. » Le philosophe Gaston Bachelard disait que la terre est la matière de l'effort. Quand le pied frappe le sol, il y a une résistance. Et c'est cette friction qui nous permet d'avancer. Si le sol se dérobait sous nos pieds, nous ferions du surplace. La plante des pieds ne connaît pas les nausées parce qu'elle accepte le sol tel qu'il est dur, froid, brûlant, rempli de cailloux. C'est pareil, dans la vie réelle, vous êtes encore vivant parce que vous encaissez, vous travaillez sur les situations qui vous paraissent compliquées et ça vous permet de développer une capacité à résoudre les problèmes, ça vous permet de développer d'autres qualités. C'est là notre première leçon pour 2026. On veut parler de l'acceptation radicale. Mais attention, ce n'est pas de la résignation, car la résignation, c'est le fait de s'asseoir et ne plus bouger. Mais l'acceptation, c'est sentir la douleur du gravier, l'intégrer et poser l'autre pied quand même. C'est-à-dire, certes, on a des problèmes à résoudre, mais on ne s'oublie pas, on ne reste pas les bras croisés, mais on avance petit à petit. Sénèque, le grand stoïcien, nous l'avait déjà enseigné. Il a dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. La nausée, c'est la peur de la difficulté, c'est le dégoût de l'obstacle, on peut le voir ainsi. La plante des pieds, elle, est stoïcienne par nature, c'est-à-dire elle ne floche pas. C'est vrai, la plante des pieds peut envoyer un message au cerveau pour dire que c'est froid, c'est chaud, c'est humide, il y a des cailloux, ça fait mal. Mais la plante des pieds, elle continue d'avancer peu importe là où vous la mettez.
elle parcourt le chemin sans broncher. Imaginez l'absurdité si vos pieds décidaient un matin qu'ils sont dégoûtés de marcher parce que le sol n'est pas assez propre. Vous seriez paralysé, non? Pourtant, c'est ce que notre esprit fait très souvent. Comme j'ai dit tantôt, il a des nausées. Il refuse la réalité. Soyons donc cette année moins tête, plus pied, c'est-à-dire plus ancré, plus factuel. Quand il y a des choses à faire, quand il y a des problèmes à résoudre, c'est vrai, notre cerveau va nous envoyer des fausses alertes nous disant « tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas y arriver », mais faisons confiance à nos pieds, à notre petite voix intérieure aussi qui dit « essayons cette solution, appelons tel ami pour lui demander ce qu'il en pense, s'il peut pas m'aider à résoudre le problème ». Il y a une dignité immense dans le pied qui ne fléchit pas. Dans de nombreuses spiritualités, la posture debout est le lien sacré entre le ciel et la terre. L'homme est un pont. Mais pour que le pont tienne, les fondations doivent être insensibles aux intempéries de l'âme. On va faire un tour en Haïti, à Jacmel précisément, pour emprunter les mots du poète René Despestre qui a écrit « La route est longue pour celui qui marche debout ». Mais il ajoute aussi cette phrase qui dit « Debout, toujours debout, même sur les genoux du monde ». En utilisant l'expression sur les genoux du monde, c'est-à-dire même quand le monde s'écroule, quand l'environnement est à genoux, le marcheur lui-même reste droit. C'est une éthique de la verticalité. C'est un comportement très, très difficile à mettre en place. C'est un comportement qui demande beaucoup de travail psychologique, physique, etc. Mais c'est un comportement aussi qui est intéressant. Même si tout s'écroule au fond de toi, tu ne perds pas l'objectif en vue. C'est vrai, tu vas travailler sur les petits détails en attendant, mais le grand objectif reste en vue. C'est-à-dire, tu continues de marcher. Dans la tradition Bambara, on dit que la parole du sage est comme le pied d'un éléphant. Là où il se pose, on ne peut pas le déplacer. N'est-ce pas beau cette parole? La parole du sage est comme le pied d'un éléphant. Là où il se pose, on ne peut pas le déplacer. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Cette stabilité ne tombe pas du ciel. Elle se forge. La plante des pieds s'épaissit avec le temps. Elle développe de la corne. Attention, cette corne n'est pas une carapace qui isole. C'est une protection qui permet de continuer à sentir le sol sans être blessé par lui. Ou c'est une protection qui permet à ne plus sentir les chaussures. Vous savez de quoi je parle. C'est exactement ce que nous cherchons. Non pas à devenir des robots insensibles, mais devenir capables de traverser les épreuves sans que celles-ci nous rendent malades. Malade, ça peut être mentalement, psychologiquement, physiquement aussi, puisqu'il y a un lien dans tout. Fabien Eboussi Boulaga, c'est un philosophe camerounais, il parle de la responsabilité d'exister. Il a dit « marcher, c'est prendre la responsabilité de son propre poids. C'est accepter la gravité, le labeur, l'effort requis pour se tenir debout et avancer. C'est reconnaître que nous sommes la somme de nos expériences, y compris les plus lourdes, et que nous devons porter cette charge, non pas en traînant, mais en faisant de chaque pas un acte d'affirmation. La nausée rejette, la marche, elle, pourtant, elle assume. Lorsque vous sentez que la situation vous répugne, c'est vrai, vous avez envie de vous en débarrasser, mais si vous ne marchez pas, vous n'allez pas trouver la solution. Marcher dans ce sens-là revient à cogiter, revient à réfléchir, à faire des prévisions, faire des analyses. Tout comme, j'imagine, pour cette nouvelle année, vous avez déjà fait pas mal de plans, vous avez pas mal de projets en tête. Mais il y a le travail, il y a la famille, il y a des imprévus. Tout ça, c'est des éléments qui ne dépendent pas vraiment de vous, mais qui peuvent susciter la nausée. Raison de plus, vous avez besoin de continuer à marcher, vous avez besoin d'entraîner vos pieds. Vos pieds, c'est la petite voix intérieure qui remonte le moral, ou bien ça peut être un ami qui vous dit quelque chose, et puis là, vous voyez que c'est assez intéressant. Tous les problèmes, il y aura beaucoup de difficultés qui entourent l'objectif que vous devez atteindre, qui vous sépare de là où vous êtes et l'objectif que vous devez atteindre. Cette trajectoire-là sera parsemée d'embûches.
Cela ne doit pas vous freiner, cela ne doit pas vous empêcher à marcher. Au contraire, ça doit vous pousser à changer votre façon de marcher. Si avant, vous ne faisiez pas d'économie, maintenant que vous voulez réaliser un projet, vous allez marcher autrement en commençant à épargner petit à petit, soit en parlant à un conseiller financier ou bien en parlant à un ami ou en faisant des efforts personnels. Mais il est toujours très important d'être bien entouré, de se faire entourer de très bonnes personnes qui peuvent soutenir nos pas. En fin de compte, l'objectif n'est pas d'éradiquer la souffrance, mais d'éradiquer la passivité face à elle. Devenir résilient, c'est embrasser la responsabilité d'exister en transformant chaque pas, même hésitant, en un acte d'assomption consciente et volontaire. C'est un chemin vers une humanité plus complète, capable de sentir profondément, tout en restant inébranlable dans sa direction. Maintenant, élevons un peu notre perspective. Après avoir considéré le pas individuel, cette infime unité de mouvement qui sculpte notre existence solitaire, concentrons-nous maintenant sur la marche collective. Le simple proverbe «la plante des pieds ne connaît pas les nausées», qui pourrait évoquer une banale solitude, s'avère, à y regarder de près, profondément insuffisant pour saisir l'ampleur du phénomène. Dans les crins de nos cultures, et tout particulièrement au sein de nos sociétés issues de l'histoire coloniale et postcoloniale, la marche est bien plus qu'une simple locomotion. Elle est intrinsèquement liée à des fonctions sociales, des revendications politiques et même à une métaphysique du mouvement. La marche est le socle fondamental, l'acte premier de la liberté retrouvée ou à conquérir. Jusqu'à maintenant, vous voyez des marches pacifiques quand on a une revendication à faire passer. Du coup, la marche dégage une énergie qui peut faire bouger les choses, soit de manière personnelle ou de manière collective. Maintenant, nous sommes sur la partie collective. On peut dire que la marche représente le refus d'être statique, d'être assigné à résidence, d'être emprisonné par des structures d'oppression. Pour comprendre son poids symbolique et historique, il est impératif de sonder les moments décisifs de l'histoire où elle fut non seulement présente, mais absolument centrale. Prenons par exemple au temps des esclaves marrons, ces figures de la résistance absolue prenant la fuite vers l'inconnu des mornes, des collines escarpées ou des forêts denses. Leur marche n'était pas une promenade, comme vous aujourd'hui, vous faites des randonnées dans la forêt. Mais cette marche pour eux, c'était une rupture violente avec l'ordre esclavagiste, une quête épuisante mais vitale pour l'autonomie, faisant de chaque pas un acte fondateur d'une nouvelle citoyenneté, celle des hommes libres. On peut aussi prendre l'exemple, pareil pour vous, vous êtes en train de vivre une situation très toxique, une situation très compliquée. Au fur et à mesure, petit à petit, vous réfléchissez à des petites étapes qui vont vous emmener à un grand saut définitif pour vous sortir de là. Songeons également à une foule de manifestants unis par un même rythme de pas sur le bitume, revendiquant soit la dignité, l'égalité ou simplement le droit d'exister sans peur. Il y a beaucoup de raisons aujourd'hui pour lesquelles les gens pratiquent encore la marche peut-être pacifique ou des marches qui peuvent tourner au vinaigre. Ces marches sont des chorégraphies politiques, des démonstrations de force pacifique où le nombre et le mouvement créent une pression irrépressible sur le pouvoir établi. La cadence collective, le slogan scandé en chœur, peu importe quand on fait une marche, s'il y a des slogans qu'on scande vraiment en chœur, tout le monde répète, transforme l'individu en particule d'une masse critique capable de déplacer des montagnes législatives ou sociales. Enfin, il y a le déplacement incessant et déchirant des peuples déracinés, des réfugiés climatiques ou politiques fuyant la guerre, la famine ou l'intolérance. Leur marche est celle de la survie, une odyssée douloureuse où chaque kilomètre parcouru est synonyme d'espoir fragile et de perte irrévocable. Ces colonnes en mouvement rappellent à l'humanité la précarité de l'existence et l'impératif de la solidarité. La marche collective, sous toutes ses formes, est ainsi le fil rouge de la résilience humaine, le témoignage vivant que l'être humain n'est jamais fait pour l'immobilité forcée.
Frantz Fanon nous dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous pouvez rapidement faire une petite analyse sur la mission de votre génération, de notre génération, des générations précédentes. Et voilà, on peut voir est-ce qu'on a rempli notre mission ou est-ce qu'on trahit notre mission. La marche, on peut dire que c'est une fidélité. C'est aussi une forme de courage pur. Ce courage qui, selon la philosophe Hannah Arendt, est le fait de dire oui à la vie malgré tout. Le pied qui avance dit oui. La nausée, elle, dit non. C'est ce que le sociologue Jean Price Mars appelait, dans son ouvrage La vocation de l'élite, la solidarité organique. Quand nous marchons ensemble, mes pas soutiennent les tiens. Si je m'arrête par dégoût, je bloque celui qui me suit. Pareil, c'est comme quand on est sur l'autoroute, on roule à fond. S'il y a un problème, il y a beaucoup de télescopage, il y a de grands accidents. Le refus de la nausée, c'est le refus de rompre la chaîne. C'est une pensée vertigineuse. Votre résilience personnelle, votre capacité à ne pas flancher ce matin, aide peut-être quelqu'un d'autre à tenir debout ce soir sans que vous ne le sachiez. Aimé Césaire nous faisait une exhortation à cela. Il a dit « Il faut reprendre son souffle, respirer la poussière du réel, retrouver la terre, la sentir sous ses pieds. » C'est-à-dire, à un moment donné, il faut redescendre un peu sur terre, reprendre son ancrage, respirer un bon coup pour mieux repartir. L'isolement, loin d'être un choix pépère, est souvent le résultat plutôt amer et lourd de la nausée existentielle, de ce ras-le-bol, de cette fatigue profonde face au côté absurde du monde ou au vide de l'existence. C'est un repli forcé, une coquille qu'on se forge, non pas parce qu'on veut une solitude créatrice, mais parce qu'on n'arrive plus à supporter le contact, le bruit, le manque d'authenticité qu'on ressent dans les rassemblements humains. Cette nausée pousse à se refermer sur soi. Là, face à son propre vide ou à la conscience écrasante qu'on va y passer, l'individu se coupe des autres, cherchant dans son coin un remède impossible à son malaise. À l'inverse, la marche, qu'elle soit bien concrète, pas à pas dans la nature ou plus symbolique, comme un cheminement perso ou philo, est naturellement un truc qui rassemble, mais pas un rassemblement bruyant et bidon. C'est plutôt une union profonde et qui a du sens. En se bougeant, on sort de la stagnation hypertoxique de l'isolement. La marche, ça crée des rencontres, ça démolit les murs de la solitude forcée, que ce soit en partageant la route avec d'autres pèlerins, randonneurs ou juste des gens de passage, ou pas une sorte de rassemblement intérieur où l'être se réconcilie avec le monde extérieur grâce à l'effort et au rythme. C'est dans ce mouvement qu'on retrouve le sens de la communauté et le sentiment d'appartenance, une cohésion qui fait disparaître le vertige de l'isolement et qui offre un super contrepoint actif et vivant à la nausée du départ. Alors, comment allons-nous traverser cette année? Nous allons inévitablement marcher sur des cailloux. Il y aura de la boue, il y aura des jours où l'envie de s'arrêter, l'envie de vomir la difficulté sera présente. Il y aura des jours où il y aura la neige, du verglas, il y aura de la pluie, du vent. Beaucoup d'événements vont arriver. Dans ces moments-là, rappelez-vous de vos pieds. Regardez-les. Ils sont là, fidèles, silencieux. Ils ne se plaignent jamais. Ils attendent votre ordre. Ils attendent que vous enfilez vos chaussettes et vos bottes et que vous vous mettiez en route. Soyez à la hauteur de vos propres pieds. Amadou Hampâté-Bâ disait avec douceur, « En marchant doucement, on finit par arriver loin. Le pied, lui, ne se hâte jamais, mais il sait où il va. » N'ayez pas peur de la lenteur. La résilience n'est pas une course de vitesse effrénée où seuls les plus rapides franchissent la ligne d'arrivée. Pas du tout. Au contraire, c'est tout l'inverse. C'est l'art subtil de durer, de persister avec une détermination tranquille
face au vent contraire et aux épreuves. C'est aussi accepter le rythme du pas après pas, la puissance de la constance, même dans l'immobilité apparente. La résilience est cette quête intérieure qui permet de découvrir, comme le décrivait si justement Albert Camus dans La profondeur et l'âpreté de l'hiver, c'est cet invincible été qui réside tapi au plus profond de notre être. Cet été n'est pas une saison extérieure, un climat clément. C'est plutôt une source de chaleur, une lumière intérieure que rien ne peut éteindre, même lorsque tout semble gelé autour de nous. Cet invincible été, c'est la chaleur réconfortante et puissante du pied qui touche le sol, non pas dans un élan de sprint, mais dans un ancrage renouvelé. C'est l'acte simple, mais monumental, de se redresser et de murmurer ou de clamer avec une force inébranlable. Je suis encore là. C'est la reconnaissance de notre propre ténacité, la célébration silencieuse de notre capacité à survivre et à renaître, non pas malgré la lenteur, mais grâce à elle, c'est le témoignage que notre présence continue est, en soi, une victoire. En 2026, je vous souhaite de ne pas connaître les nausées, du découragement. Je vous souhaite la sagesse rugueuse de la plante des pieds. Je vous souhaite d'avancer, un pas, puis l'autre. Merci d'avoir marché avec nous aujourd'hui. C'était Parole du coin. Partagez cet épisode s'il a affermi vos pas. La route est toujours moins longue quand on la partage. Alors, je vous laisse avec cette dernière pensée, comme un murmure pour la route. Là où les pas d'un homme s'effacent, les traces de son courage demeurent. Là où les pas d'un homme s'effacent, les traces de son courage demeurent. Soyez courageux, gardez l'équilibre. À bientôt pour un nouvel épisode. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.